Bien, bah écoutez, maintenant, nous avons le plaisir d'accueillir Pierre Vinicki de Trust Inside. Bonjour Pierre. Bonjour Nathalie. Bienvenue, on l'applaudit bien fort. Pierre, tu es donc président de Trust Inside et tu vas nous parler de confiance et nous montrer comment, aujourd'hui, elle peut être objectivée, mesurée, renforcée, tant au niveau individuel qu'au niveau collectif. Je suis curieuse de découvrir tout ça. À toi la parole. Merci Je beaucoup, te remercie. Pierre. Je vais quand même prendre la petite zapette que j'ai oubliée et qui se trouve dans ma poche. Non, pas dans ma poche. Ah, On va la trouver. pardon. La zapette. Je l'avais en main. Ça y est, c'est bon, c'est bon. Voilà. Ah, on parle de confiance, ça commence bien. Bien, bonjour à toutes et à tous. Alors, je vais vous poser une petite question avant de prendre la parole. Je voudrais vous demander, quand vous avez une décision à prendre, une décision engageante, un investissement à faire, qui parmi vous est intuitif, va prendre cette décision sur la base de son feeling, de sa croyance, de sa conviction personnelle? Alors, je ne vois pas très bien. Ok, vous êtes assez nombreux. Merci. Et qui maintenant, parmi vous, a besoin, pour prendre cette décision, de décider de cet investissement, de cet engagement, a besoin de preuves, de chiffres, d'indicateurs? Vous êtes quelques-uns à lever la main, mais beaucoup moins nombreux. Alors, pour tout vous dire, moi, je fais partie de la première catégorie qui est ici le plus nombreux. Et ce n'est pas très étonnant que vous soyez le plus nombreux dans cette catégorie, sans doute dans cette fabrique du changement ici, mais qui est quelque part un peu un microcosme, je dirais. Je pense que, et je ne sais pas si vous serez d'accord avec moi, mais je pense que parmi les décideurs, les dirigeants, les personnes qui prennent des décisions dans les organisations, je pense qu'ils sont beaucoup plus nombreux à faire partie de la deuxième catégorie, à avoir besoin d'éléments, d'indicateurs, de chiffres, de mesures pour prendre des décisions au quotidien. Alors, cette question de la mesure, eh bien, je vais vous la faire partager, appliquée à un vaste sujet qui est celui de la confiance. Alors, comme je vous le disais, moi, je suis plutôt intuitif. Eh bien, ce sujet de la confiance, pour vous dire pourquoi je m'y suis engagé, eh bien, ça fait une bonne dizaine d'années que ce sujet me passionne. La raison pour laquelle je me suis engagé sur cette voie d'un travail de fond sur la confiance et ses corollaires que sont la méfiance ou la défiance, eh bien, je m'y suis intéressé parce que depuis 2002-2003, j'ai exercé une activité de consultant en conduite du changement et que j'ai appliqué plutôt à des problématiques de grandes réformes publiques qui ont bouleversé le fonctionnement des institutions, État, collectivités territoriales. Et j'ai produit un livre en 2007 sur ces sujets-là, qui s'appelait « Réussir une réforme publique, surmonter ses peurs et croyances qui bloquent le changement ». Alors, ce n'est pas de la publicité que je vous fais, simplement c'est pour dire qu'à la fin de ce livre, ma conclusion en 2007 était que sur la base de toutes les observations que j'avais pu faire dans les institutions publiques, eh bien j'avais constaté quoi? C'est que le principal frein à la réussite de quelque réforme que ce soit, de quelque transformation que ce soit, eh bien, c'était une absence de confiance, pour ne pas dire bien souvent une défiance carabinée au plus haut niveau des institutions. Et pour ce qui est de la sphère publique, défiance entre l'échelon politique et les hauts fonctionnaires qui travaillent pour ou avec eux. Défiance du politique vis-à-vis de son administration et de l'administration vis-à-vis du politique. Et ça, je l'ai repéré en permanence, quels que soient les gouvernements, de droite ou de gauche. Simplement, à l'époque, en 2007, j'observais cela. Je le constatais, mais simplement je ne savais pas l'objectiver, je savais encore moins le mesurer, et donc il m'était difficile de pouvoir agir concrètement, aussi efficacement que j'aurais pu le souhaiter, sur cette dimension-là. Donc, cette histoire de confiance a continué à me trotter en tête jusqu'à 2012, le moment des élections présidentielles, en fait, de 2012. Et à ce même moment, il y a eu cet événement que vous avez pu remarquer comme moi, qui est un événement vraiment sociétal, qui a été la révolution des printemps arabes, où là on a vu des peuples, en Tunisie, en Libye, par exemple, en Égypte, qui ont pris les armes contre des élites auxquelles ils n'accordaient plus aucune confiance. Et ça s'est traduit en général par
un vrai bain de sang. Et ce problème de la défiance, on le voit bien, il bouleverse nos pays jusqu'au plus proche, et encore maintenant l'Italie. L'Italie, en ce moment. Vous voyez bien un petit peu que ce n'est pas un sujet lointain ou éloigné de nos problèmes. Donc, ce que je vous dis là, eh bien, en 2012, je l'ai partagé avec une vingtaine de personnes de mon entourage, des chefs d'entreprise, des syndicalistes, des journalistes, des hauts fonctionnaires, des politiques, des jeunes, qui m'ont dit « Ah mais oui, Pierre, bien sûr, tu as raison, il faut qu'on agisse sur ce phénomène-là. » Et on s'est tous engagés en créant ensemble un think tank qu'on a appelé l'Arbre de Confiance, excusez-moi, l'Institut Confiance, pardon, et qui s'est engagé sur un vaste travail pour essayer de comprendre ce que recouvrait cette notion de confiance et de défiance dont tout le monde parle, mais dont personne ne savait vraiment de quoi il s'agissait. Ça restait un mot valise, et vous l'avez entendu comme mot en permanence. Faites-moi confiance, je vous fais confiance, on l'entend en permanence. Simplement, qu'est-ce qu'il y a derrière ça? Est-ce que ça doit se limiter à une expression de de simple communication? Eh bien donc c'est ce que nous avons tenté de faire, et là vous voyez quelques photos de personnes qui ont compté, je dirais, dans cette dynamique de l'Institut Confiance et qui lui ont donné, je dirais, sa légitimité, je pense. Je pense à Thierry Boiron, le président des laboratoires Boiron, qui a été un fidèle supporter et soutien de notre activité. À côté, vous avez quelqu'un qui maintenant porte une belle barbe, qui est Cédric Villani, le célèbre mathématicien, et qui est maintenant député La République En Marche. À côté, vous avez un homme tout à fait formidable qui était le président du Conseil européen, Herman Van Rompuy, qui a accompagné un colloque au Sénat que nous avons fait en 2012 lorsque nous avons initié nos travaux. Et puis enfin, un hommage à ce monsieur qui malheureusement a disparu, qui s'appelle Émile Poula, qui s'est éteint à 94 ans, il y a 2 ou 3 ans. Émile était un des plus éminents sociologues et historiens des religions. Il était le président d'honneur de l'Institut Confiance, donc je lui rends hommage, c'est un homme extraordinaire. Alors, on s'est engagé on est vite passé d'abord d'une vingtaine à une centaine de contributeurs pour faire ces travaux, pour engager en fait 3 ans de recherche et développement autour des facteurs constitutifs de la confiance ou de la défiance, pour savoir de quoi on parle quand on veut agir sur cet vaste sujet aussi complexe que peut l'être la confiance ou la défiance. Et de ces 3 années de recherche et développement a émergé un bel arbre que vous voyez là, que nous avons appelé l'arbre de confiance. Cet arbre de confiance, en fait, c'est une modélisation des principaux facteurs constitutifs ou contributifs d'une culture ou de pratique de confiance, que ce soit à l'échelle individuelle, d'une équipe, d'une entreprise, d'une institution publique, d'un territoire ou même, plus globalement, d'un pays entier. Alors, si on a représenté cet arbre de confiance sous forme de pièces de puzzle, ce n'est pas par hasard. C'est parce que, comme vous allez le voir, ces facteurs contributifs sont intriqués intimement les uns dans les autres. Il y a un rapport de causalité très fort d'un facteur sur l'autre, ce qui nécessite cette vision systémique et holistique, et ce qui en même temps fait la complexité de ce sujet. S'il suffisait de gérer un facteur pour recréer la confiance, ça se saurait depuis longtemps. Mais non, c'est complexe, justement. Alors, un petit point avant de vous montrer ce que sont ces facteurs. On utilise un terme chez nous, alors qui est un petit peu, que certains d'entre vous qui ont fait un petit peu de sociologie connaissent, qui est le terme de habitus. On parle de 7 habitus de confiance. Les habitus, c'est un terme gréco-latin qui a été popularisé par le sociologue Pierre Bourdieu et qui veut dire des comportements ou des pratiques qui trouvent leur origine dans un héritage social ou dans des croyances. Donc 7 familles d'habitus contributives de la confiance. Alors, je vais vous les montrer, je ne voudrais pas vous laisser dans un suspense intenable. Les voici. Alors, je ne vais pas avoir le temps, bien sûr, d'approfondir longuement l'un ou l'autre de ces facteurs, mais quand même, je vais dire quelques mots. Le premier, la co-responsabilité, la coopération et l'émulation. Alors, le mot sur lequel je veux m'attarder, c'est le mot de co-responsabilité. Qui sait ce que c'est que la co-responsabilité ? Pas grand monde. Eh bien, écoutez, je vais vous le décrire. Effectivement, moi-même, je l'ai découvert il y a quelques années, ce terme-là. Je ne l'employais jamais. La co-responsabilité, je vais vous prendre un exemple très concret, très simple. Une assurance auto. Tout le monde a une voiture ici, ou à peu près. Eh bien, imaginez que vous preniez votre voiture un soir et que vous fassiez une virée nocturne avec vos amis ou vos copains et que vous buviez un peu trop. Si vous prenez votre voiture après avoir bu, à quoi allez-vous penser ? Vous allez sans doute penser au risque que vous prenez pour vous-même et pour votre voiture. Vous allez peut-être, dans le meilleur des cas, et espérons-le même, penser à la personne que vous risquez de percuter avec votre voiture et que vous risquez de blesser, voire pire,
et éventuellement à la voiture de cette personne. Très bien. Mais qui parmi vous va penser aux 500 000 autres personnes assurées chez le même assureur et qui vont payer 25 centimes d'euros de plus l'année suivante si vous avez, vous, un accident? La co-responsabilité, ça renvoie à cette notion de mutualisation des comportements, des risques ou des décisions qu'on peut prendre. Qui aurait pensé à ça? Donc ce n'est pas forcément évident. Moi, je vous avoue, quand on m'a décrit ce phénomène de co-responsabilité, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Jamais je n'aurais pensé à cette dimension sociétale. Et c'est fondamental, la co-responsabilité, parce que tout ce que nous faisons, y compris dans une entreprise ou dans notre vie personnelle, il y a finalement très peu de choses qui n'ont pas de conséquences sur les autres et réciproquement. Mais on n'y pense pas forcément. On est dans un monde très individualiste, et donc on pense à soi avant tout, et pas tellement aux autres, en général. Alors, ce que je vous propose de faire d'ailleurs, c'est, à chaque fois que je vais vous décrire brièvement ces facteurs, peut-être essayer de les réfléchir à l'aune de vos pratiques professionnelles et managériales notamment, pour voir est-ce que vous vous situeriez plutôt au vert, au jaune, à l'orange ou au rouge sur tel ou tel facteur. Vert, c'est évidemment que vous vous sentez très à l'aise avec cette pratique-là, ce comportement-là. Jaune un peu moins, orange encore un peu moins, et rouge, c'est vraiment pas votre truc. Alors je vais vous demander tout de suite, comme ça, de réagir à chaud, sur la co-responsabilité, la coopération et l'émulation, qui se sentirait spontanément plutôt vert, ici dans la salle? Très bien, qui se verrait plutôt jaune? Qui se verrait plutôt orange? Et qui se verrait carrément rouge? En toute honnêteté. Personne, ce que vous direz ici restera dans cette salle, bien entendu. Ok, personne, très bien, merci. Alors on va passer à la deuxième, l'empathie, la bienveillance, la reconnaissance et l'acceptation de la différence. Alors là, je ne vais pas m'attarder sur les termes parce que je pense que tout le monde les comprend. Je vais simplement préciser pourquoi il y a des phrases autour. C'est qu'on s'est rendu compte que ces facteurs sont plutôt conceptuels, théoriques, un peu philosophiques, et qu'il était nécessaire de les traduire dans des enjeux, en l'occurrence ici des enjeux managériaux un peu plus concrets, un peu plus pratiques. Donc le deuxième, vous voyez, ça renvoie à comment accepter la bienveillance comme facteur contributif de la performance. Qui se voit plutôt vert en matière d'empathie et de bienveillance? Jaune? Orange? Rouge? Pas trop. Très bien, merci. Troisième, la cohérence entre paroles et actes, la lisibilité, le respect des règles du jeu, l'honnêteté, l'authenticité et la loyauté. Ça se traduit par un enjeu qui est très important, c'est comment être clair sur ses intentions, en fait. C'est la notion des intentions sous-jacentes. Vous êtes bien, je pense que vous serez d'accord avec moi, quand quelqu'un vous dit quelque chose, que ce soit un dirigeant, que ce soit un responsable politique à la télé ou autre, qu'il dit quelque chose dont on sent qu'il y a derrière un enjeu caché, sous-jacent, qui n'est pas exprimé. Ça se sent en général. Ça se sent. Et ça, c'est vraiment destructeur en matière, évidemment, de confiance. Alors, qui serait plutôt vert là-dessus? Très bien. Qui serait plutôt jaune? Qui serait plutôt orange? D'accord. Et qui serait rouge? Pas trop. Très bien. Super. Merci. Au milieu, qui est un petit peu plus complexe à comprendre, l'indépendance de jugement face au conflit d'intérêts ou au conflit de valeurs. Ça renvoie à, quelque part, au libre arbitre, à la capacité à prendre de la hauteur quand on est quelque part entre le marteau et l'enclume, entre une hiérarchie qui vous donne des consignes ou des ordres, et puis des collaborateurs éventuellement qui vont vous demander autre chose. Ça met souvent en situation très compliquée, très difficile dans sa tête, et ça peut créer beaucoup de souffrance d'ailleurs, beaucoup de burn-out, beaucoup de difficultés. Donc là, ça renvoie à comment concilier des valeurs et intérêts divergents ou contradictoires. Qui est plutôt vert là? Qui serait jaune? Qui serait plutôt orange? Et certains peuvent être rouges? Pas non plus, très bien. À droite, en haut, l'acceptation de l'incertitude, du risque et de la complexité. Alors là, ça renvoie, je n'ai pas le temps d'approfondir, mais ça renvoie beaucoup à la notion de contrôle, parce que quand on a du mal à gérer l'incertitude ou le risque, en général, ça se traduit par un renforcement du contrôle très fort. Ça, c'est vraiment en lien direct avec la culture du contrôle qu'on peut trouver, y compris bien sûr dans les entreprises et les organisations. Alors, qui est là? Vert sur l'incertitude, le risque. Qui serait jaune? Qui serait orange? Et qui serait rouge? Très bien. L'avant-dernier, l'acceptation du droit à l'échec ou à l'erreur. Là, pas trop difficile de comprendre. Alors là, je vais vous faire un aveu. Moi, c'est mon point faible. Je suis au rouge là-dessus.
J'ai beaucoup de mal parce que culturellement, depuis mon enfance, eh ben, j'ai pas développé une acceptation du droit à l'échec ou à l'erreur qui soit forte. Mais je crois que je suis loin d'être le seul en France, pour tout vous dire. Alors, qui serait plutôt au vert là-dessus? Qui serait plutôt au jaune? Qui serait plutôt à l'orange? Et qui serait plutôt au rouge? D'accord, bah écoutez, bravo. Et enfin, le dernier, le rapport au temps, la temporalité. Et ce facteur-là, cet habitus-là, il renvoie à deux dimensions du temps. Le premier, c'est le rapport entre le présent et l'avenir. C'est-à-dire, comment arrivez-vous à conjuguer, à concilier ou à réconcilier un projet à court terme avec une vision à moyen ou long terme? Et à l'inverse, et par ailleurs, comment arrivez-vous à gérer le rapport entre le présent et le passé? Et le passé, ça renvoie à l'oubli, à la mémoire, au pardon. Est-ce que vous arrivez facilement à pardonner quelqu'un qui vous a trahi, qui vous a trompé, qui vous a planté un couteau dans le dos, qui vous a fait un sale coup? C'est pas simple, hein, ça renvoie à des dimensions, y compris spirituelles, religieuses, etc. Alors, qui serait plutôt vert, là, sur cet habitus-là? Qui serait plutôt jaune? Qui serait plutôt orange? Et qui serait plutôt rouge? Ah, quelques-uns, vous voyez, c'est le seul sur lequel il y ait quelques mains qui se soient levées pour le rouge. Donc, la grande question qui se pose, c'est qu'est-ce qui fait que ce bel arbre soit si rarement de cette jolie couleur verte, mais soit plutôt jaune, orange ou rouge vif? Eh bien, ça, pour y répondre, ça oblige à creuser dans les racines de l'arbre, à creuser dans ce qui est sous-jacent, invisible, inconscient, et c'est le champ des croyances, des peurs, des représentations, de l'héritage culturel, de l'histoire, auquel on a ajouté même les compétences et les savoirs. Tout ça est enfoui, et tout le challenge, il est de sortir des racines ce qui s'y trouve, pour le mettre en débat et comprendre pourquoi tel ou tel des habitus de l'arbre est orange ou rouge et pas vert. Et dès lors qu'on arrive à l'identifier très précisément, on peut travailler dessus, évidemment, mieux que si ça reste une espèce de grande boîte noire, si je puis dire, la confiance. À partir du moment où cet arbre a existé, on l'a traduit rapidement, il y a à peu près 2-3 ans, en un baromètre de mesure de la confiance qui permet de mesurer très précisément, individuellement puis collectivement, la couleur de l'arbre de confiance. Vous voyez, donc là je vous montre quelques images. Vous voyez, on peut mesurer, c'est un outil web et mobile qui permet de le faire. Donc on peut s'auto-diagnostiquer. Comment est-ce que vous voyez? C'est les réponses que vous m'avez fournies là. Vous pouvez choisir comment vous vous voyez. Et ensuite, il y a des questions qui sont posées, une série de questions, et qui permettent finalement de comparer l'image que vous faites de vous-même avec la version objectivée du baromètre sur la base d'une série de questions ou de courtes affirmations qui renvoient toutes à l'un ou l'autre des 7 facteurs de l'arbre de confiance. Alors, cet outil-là, donc, ça sert d'outil de coaching individuel ou collectif. C'est un outil d'accompagnement d'équipe, et enfin, ça peut aussi être utilisé pour avoir des éléments d'évaluation statistique sur des populations potentiellement très très larges, pour avoir l'arbre de confiance d'une entreprise entière, d'une collectivité, d'un territoire, ou même potentiellement d'un pays. Alors, la question qui s'est posée, c'est que là, on a franchi une première étape, qui est d'arriver à objectiver la confiance et à la mesurer. C'est déjà pas mal, si je puis dire, en toute immodestie. Mais la grande question, c'est à quoi ça sert? C'est quoi l'impact d'une mesure de la confiance? Pourquoi investir du temps, de l'énergie, de l'argent dans un travail sur la confiance? Et c'est là que ça revient à cette première question que je vous posais tout à l'heure. Il y a des gens qui intuitivement vont le faire, et puis beaucoup d'autres, des décideurs, qui vont dire bon, c'est très bien tout ça, mais pourquoi m'engager là-dedans? Et là, je vais vous faire un aveu. Dans le domaine du management, où on a mis en place des baromètres comme ça dans des grandes entreprises, à la Poste, dans d'autres grandes entreprises, à la Commission européenne, à Bruxelles, dans des PME également, on a réussi à faire des choses. Mais je vais être tout à fait franc avec vous, pas encore à la hauteur des attentes que j'aurais pu avoir et qui me semblent être les enjeux managériaux en la matière. Parce qu'on n'a pas été capable aujourd'hui, c'est pas capable, mais on n'a pas eu l'opportunité encore de mettre en place une étude d'impact sur la durée et sur une cible bien précise qui permette de démontrer l'impact de cette démarche en matière d'amélioration de la qualité de vie au travail, de la réduction des arrêts de travail, de l'amélioration de la productivité, de l'amélioration du chiffre d'affaires ou des résultats. Bref, des indicateurs, des KPI, comme on dit, qui parlent aux dirigeants. Le jour où on le fera, eh bien, on aura fait une immense avancée et beaucoup de dirigeants auront envie de véritablement travailler sur la confiance parce qu'ils y verront un bénéfice. Et je suis d'autant plus sensible, et je vous parle de ça, pourquoi? Parce qu'on a réussi à faire ce travail sur un autre terrain que celui du management, qui est celui des écoles.
la confiance entre les enfants, les parents et les enseignants. Et c'est un projet qui me tient très à cœur et sur lequel je suis très fortement engagé personnellement. Et depuis un an, et je vous montre quelques images qui sont assez saisissantes, on s'était vu confier une mission par la préfecture du Val d'Oise et le conseil départemental du Val d'Oise pour travailler sur ce sujet de la confiance dans une école à Goussainville dans le Val d'Oise. Goussainville, c'est une des banlieues les plus défavorisées d'Île-de-France. Il y a des problèmes de délinquance, même de radicalisation. C'est une cité très difficile. Et on a pu mettre en place une action des baromètres de confiance des enfants, des parents et des enseignants. Et depuis un an, on a pu mesurer l'impact que ça avait. Et les résultats sont spectaculaires. À tel point que le maire a même planté un arbre de confiance dans le parc qu'il a inauguré dans une très belle cérémonie la semaine dernière, en l'occurrence. Vous voyez ce bel arbre qui a 7 branches d'ailleurs. Je vous montre rapidement les résultats. Sur 165 élèves de 5e, de 3e, excusez-moi, et 60 enseignants, voilà ce que ça donne de travailler sur la confiance sur la durée. Climat scolaire, premier indicateur important. Eh bien, travailler sur la confiance, ça a permis d'accroître la présence des parents aux réunions parents-professeurs de 30 à 90% en un an. Deuxième indicateur, la qualité de la coéducation, c'est-à-dire la qualité des relations entre l'équipe éducative, entre la direction et les parents d'élèves. Il y a un an, 80% des entretiens entre les parents et la direction se terminaient en un bain de sang, ou en tous les cas dans un climat épouvantable, très conflictuel. Un an plus tard, de manière spectaculaire, c'en est même incroyable, il n'y a plus d'entretiens qui se terminent mal. Troisième élément, le nombre de conseils de discipline, ça c'est très clair, net et tangible. C'est passé de 22 à 8 en un an. Quatrième élément, et ça j'y suis très sensible, je trouve que c'est vraiment un bel indicateur, la prise de conscience par des jeunes, surtout dans des banlieues comme celle-là, de leur potentiel à réussir plus tard. On a mesuré on mesure le niveau des élèves, enfin du nombre d'élèves de 3e qui demandent à passer dans une seconde générale et non pas technique. Non pas qu'il faille mépriser les secondes techniques, mais c'est quand même un indicateur intéressant. On est passé de 53% à 83%, ce qui montre, je crois, une confiance en soi du jeune, mais aussi de ses parents, dans son potentiel à faire des études supérieures. Le climat professionnel, la participation aux réunions des enseignants basées sur le volontariat est passée de 70 à 88%. Là aussi, c'est intéressant. C'est souvent des réunions, d'ailleurs, non rémunérées, à des horaires non rémunérés. Et enfin, l'attractivité de l'établissement. Dans un endroit comme Goussainville, eh bien, il y a 45% des enseignants qui demandaient, l'année dernière, à être mutés ailleurs. Ce chiffre et ce pourcentage est descendu à 2%. Donc ça montre un climat de confiance dans l'établissement, un bien-être du corps enseignant vis-à-vis de la direction, vis-à-vis de tout le monde, qui a radicalement changé. Et tout ça, ça fait qu'il y a une dynamique qui est en train de s'enclencher au niveau national, à partir de l'arbre de confiance, qui va essaimer dans beaucoup d'autres académies et territoires en France, dès la rentrée qui vient là. Et donc, voilà. Et la question, moi, que je me pose, c'est ce qu'on a réussi, ce que nous sommes en train de démontrer dans l'éducation, serait-il possible de le démontrer aussi dans le monde des organisations pour peut-être que l'arbre de confiance se transforme en une forêt de confiance, pas seulement à l'école, même si c'est absolument fondamental et que tout démarre là, bien entendu, mais peut-être aussi dans le monde des adultes, dans ceux qui sont déjà au travail aujourd'hui et qui, pour certains, souffrent beaucoup peut-être d'une absence de confiance. Voilà, donc en tous les cas, voilà ce que je voulais partager avec vous ce matin. J'espère peut-être avoir le plaisir d'en retrouver certains lors de l'atelier que j'animerai cet après-midi, où vous verrez concrètement les outils, les baromètres, etc. et à votre disposition pour approfondir ce sujet. Merci de votre écoute.